Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce lundi, les tests des marchés publics au Togo revisités depuis ce matin à Palimé. Le but de l'exercice est réaménager ces documents dans un cadre juridique qui participe au développement économique, porté par ailleurs par des réformes entreprises et les politiques publiques. On en parle ce soir avec notamment les budgets programmes. Quels résultats en fin de course? La fièvre Ebola, on ne parle que de ça depuis les premiers cas signalés en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, devant la propagation du dangereux virus. Eh bien, le Togo a pris des mesures préventives efficaces. En tout cas, aucun cas n'est déclaré. Nous écouterons vos appréciations ce soir dans cette édition. Enfin, le renouveau charismatique de l'Église catholique célèbre ses noces d'émeraude, 40 ans. Les activités ont été lancées hier à Lomé par l'archevêque Denis Amoussou-Diakpa. C'est devant les membres de toutes les villes du Togo. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Les tests réglementaires des marchés publics revisités donc depuis ce matin à Palimé. L'exercice a pour but de les adapter à un cadre juridique qui participe au processus de développement économique. L'étude de ces tests prendra 5 jours pour les délégués représentant différentes institutions de l'État. Les précisions de Carmen Madji à Capo. Après 3 ans d'application effective des tests régissant les marchés publics et en fonction des résultats obtenus, il importe de revoir le dispositif juridique et institutionnel des marchés publics afin d'améliorer le rendement des investissements que fait l'État togolais. 5 jours donc pour ces représentants des institutions de l'État de passer à la relecture de ces tests en vue d'analyser les griefs et faire participer l'autorité de réglementation des marchés publics ARMP à la définition des politiques et à l'élaboration de la réglementation en matière de marché public. Le système fonctionne, mais il y a quelques dysfonctionnements et il faut y apporter des correctifs. Par exemple, certains délais qui sont vraiment trop longs pour la réalisation de certains investissements. En ce qui concerne les marchés publics, le comité réfléchira sur toutes ces dysfonctionnements. De cette rencontre sortira un rapport synthétisant les résultats obtenus au niveau des différents comités présents et sera transmis au Conseil de régulation de l'ARMP. Ceci en vue de mettre à la disposition du gouvernement des propositions qui visent à modifier la réglementation des marchés publics et lever les goulots d'étranglement procéduraux de nature à augmenter le taux d'absorption des crédits d'investissement. Les questions de développement orientées désormais par les budgets programmes élaborés par le gouvernement. Chaque ministère, 19 du moins, en dispose déjà. C'est une sorte de feuille de route en termes de finances. Un budget programme, pour quel résultat? Nous posons la question ce soir. Des éléments de réponse, Nathalie Panengui. Politique publique, budget programme, 2 nouveaux concepts du gouvernement togolais au profit des populations en réponse aux problèmes économiques et socioculturels du pays. La politique publique est donc la déclinaison de la déclaration de la politique générale des autorités élaborée par chaque ministère à la recherche de la transparence et le budget programme, l'enveloppe allouée à chacun de ces ministères pour l'atteinte des résultats escomptés. En exécutant un budget programme, nous avons des programmes. Mais ces programmes sont déclinés en actions, en activités et en tâches. Les actions peuvent être assimilées aux projets sectoriels. Mais ce qui intéresse au niveau, effectivement, du budget programme, au niveau des programmes, ce sont des actions dont les enveloppes financières permettent de réaliser un certain nombre de résultats, comme je viens de le dire, des produits, des effets, des impacts. Et ces actions sont mesurées par des indicateurs de résultats. Bien qu'étant à ses débuts, le Togo a fait des efforts dans cette approche. Aujourd'hui, tous les départements ministériels se sont inscrits dans cette logique de politique publique et de budget programme dont le résultat est la gestion axée sur les résultats. Au préalable, il faut avoir un plan annuel de performance et élaborer à la fin de chaque année un rapport annuel de performance qui est en fait le rapport qui situe le niveau d'exécution des actions
des actions prioritaires, mais également le niveau de la consommation des crédits sur la base de la transparence, de la redevabilité. Nous avons fait l'expérience avec certains ministères comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. L'année passée, on avait élargi ça à 12 ministères. Le Togo est donc de plein pied dans les réformes en matière des finances publiques. Une voie pour asseoir un bon système de planification d'ici à 2017 et ainsi booster le développement crédité d'une forte dose d'efficacité. Direction maintenant Pétchila, c'est un petit village à 12 km de Sotoubois. On y cultive du riz, c'est l'activité principale sur place, une culture qui devrait être plus aisée désormais pour les producteurs avec, vous allez le voir, de nouveaux matériels offerts par le gouvernement la semaine dernière. Un reportage de Lamak Bodjol. Ce matériel agricole composé de 5 motoculteurs pour le labour avec des roucages et des charrues à disque est évalué à plus de 3 millions de francs CFA. Il est destiné à 5 groupements de Pétchila qui produisent du riz. Nous sommes très fiers, très contents. On ne sait comment dire. Le président de la République, nous le saluons beaucoup. On a dit, c'est la santé de l'arbre qui fait la santé de l'oiseau. Nous leur souhaitons une bonne santé et pour que la vie aille de l'avant. Ici à Pétchila, nous allons produire beaucoup en abondance pour que tout le peuple togolais soit satisfait. C'est le projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT, qui a acquis ce matériel pour équiper les organisations paysannes dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA. Il est prévu de créer 2 centres pilotes en matière de production de riz. 2 centres pilotes dans 2 régions, la région des plateaux appelée Toutou et la région centrale dans la préfecture de Sotouba, plus précisément Pétchila, pour mettre à disposition des paysans des 2 sites un certain nombre d'infrastructures et de matériel de production pour promouvoir, comme je le disais, la filière riz. Donc le bas-fond d'une superficie de 130 hectares, le bas-fond de Pétchila a été retenu. Dans les semaines à venir, les travaux vont démarrer pour disponibiliser les 130 hectares pour les producteurs de riz de Pétchila. Il y a encore, je dirais même, des outils agricoles qui sont prévus dans le cadre de ce projet pilote. Il est question aussi de mettre en place ou du moins de construire un magasin de stockage. Le ministre Ouroukura Agadazi a sensibilisé les producteurs de Pétchila sur la production agricole et la bonne utilisation du matériel mis à leur disposition. A signalé dans la foulée le lancement à Dapon d'un nouveau projet agricole, projet durabilité et résilience de l'agriculture familiale. C'est dans les savanes. En quoi consiste exactement ce projet initié par l'ONG Rafia? Désilia Loïc est à Dapon. Les explications. L'ONG Rafia, pour appuyer les efforts du gouvernement togolais dans son programme de relance agricole, s'engage par le projet durabilité et résilience de l'agriculture dans les savanes. Un projet agroécologique pour lutter contre la dégradation des terres dans la région par le développement d'une agriculture durable. Le projet que nous venons de lancer aujourd'hui est un projet qui doit appuyer les producteurs à pouvoir se stabiliser sur leur sol en apportant tout ce qu'il faut comme amélioration de ces sols pour accroître leur productivité. Alors donc, disons que dans le cadre de ce projet, nous allons travailler avec les producteurs de 6 cantons. Nous allons leur faire adopter des pratiques durables pour qu'ils puissent améliorer la fertilité de leur sol. Le projet est ainsi lancé officiellement et attend améliorer la résilience des exploitations agricoles aux aléas climatiques et économiques par la diversification de leur production. Avec ce projet, le niveau de concertation des acteurs agricoles de la région des savanes sera amélioré afin d'atteindre les objectifs durables dans la restauration des terres, la lutte contre la désertification et l'adaptation au changement climatique.
Il est 20h10. Question santé à présent. D'abord, les maladies non transmissibles. Une véritable campagne s'est engagée, vous le savez, dans la prévention contre ces maladies silencieuses qui nous tuent à petit feu. Le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle et j'en passe. Que dire du traitement tout rapide chez la revendeuse du médicament dans la rue voisine? Serait-elle une solution efficace? Nous posons là aussi la question. La réponse, Nancy Chana, Rachel Aoukou. L'usage des médicaments de rue et l'automédication, un danger pour la santé humaine. Ces produits sont vecteurs de beaucoup de maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux, les maladies respiratoires. Selon les statistiques de l'OMS, 57 millions de personnes dans le monde sont mortes en 2008 pour cause de ces maladies. Et si rien n'est toujours fait d'ici à 2030, ce chiffre connaîtra un accroissement. Une situation alarmante contre laquelle l'association Foi Togo et les acteurs de la santé ici présents veulent se dresser pour améliorer la santé des populations. Lorsqu'on tombe malade, on doit consommer les médicaments. Ça nécessite des médicaments spécifiques. Ça nécessite également la participation d'un professionnel de la santé. Pratiquement dans tous les ménages, dans toutes les familles, on se plaint de ces maladies qui ralentissent le fonctionnement de tout le système. Et voilà, ces maladies non transmissibles acculent dans l'ensemble les ménages dans la pauvreté. À motiver la population pour qu'elle sache que les maladies non transmissibles doivent être traitées avec de bons médicaments. La mise sur le marché de médicaments dangereux non contrôlés ou contrefaits constitue à la fois une menace pour la sécurité des populations, un scandale moral et un défi pour les acteurs de développement. Le gouvernement togolais, soucieux du bien-être de la population, ne ménage aucun effort pour l'endiguer. Le ministère de la Santé vient de mettre sur pied une commission, la commission de réglementation. À partir de l'année prochaine, tous les produits que vous aurez dans les officines, les pharmacies publiques ou privées du Togo, considérez-les comme de vrais médicaments. Tout ce qui est faux médicaments ou bien médicaments de sous-standard, tout cela sera retiré du marché. Au cours de cette rencontre, l'association Foi Togo a élaboré et soumis un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour que le prix des médicaments soit à la portée des différentes couches sociales, ce qui leur permettra d'accéder à des soins fiables et de qualité. Depuis 2011, cette association œuvre aux côtés des populations, surtout celles défavorisées. Et attention, la fièvre Ebola n'est pas une maladie non transmissible. Au contraire, elle est très contagieuse, cette fièvre hémorragique. On ne parle d'ailleurs que de ça depuis les premiers cas déclarés en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria. Face donc à la dangereuse maladie, eh bien, le gouvernement togolais a pris et insiste sur les mesures de prévention. Aucun cas n'est déclaré. Quelle appréciation portez-vous sur les mesures préventives prises donc par le gouvernement? Antoine Romain-Vovor a recueilli quelques avis dans ce reportage à suivre. Depuis que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola sévit dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a pris diverses mesures de prévention pour barrer la voie à cette maladie qui constitue aujourd'hui une urgence de santé publique de portée mondiale. Ces mesures sont nobles, la sensibilisation est faite, j'ai confiance que cette maladie ne viendra pas chez nous ici. Les mesures prises par le gouvernement sont bonnes, c'est pour épargner la population de ce mal. Donc c'est à la population maintenant de suivre les consignes que le gouvernement a pris afin que le mal, que les gens ne tombent pas malades, quoi. Ces mesures permettent de protéger la population et de faire en sorte que la maladie se recule. C'est à féliciter. Il y a ailleurs, les gouvernements ne réagissent pas, mais il y a des maladies la maladie qui est déclarée dans les zones de certains pays de la sous-région. Outre ces mesures, une prise de conscience de soi s'impose. Moi-même, je me lave les mains au savon avant de manger, après avoir fini de manger. J'évite tous les comportements à risque pour cette maladie. En tant que soignant, dès qu'il y a suspicion d'une fièvre, je me prépare. Je mets les éléments coiffes, bavette,
transition, beaucoup reste à faire pour toucher toutes les couches sociales. Oui, pour éduquer les gens au moins pour les premiers soins, hygiène, laver les mains. Est-ce que combien de personnes le font? Là sur la rue, regardez qu'est-ce qui se passe. Combien de personnes lavent les mains après avoir mangé? Donc, on a beaucoup d'autres choses à se battre. C'est pas parce qu'on est en train de faire les médias Ebola. Il y a même beaucoup de bases hygiéniques qu'il faut regarder. Ce que je peux souhaiter actuellement, c'est que le gouvernement arrive à faire taire ces rumeurs, parce que ça fait trop qui entend que de ce côté il y a ceci, il y a cela. Bon, en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon, les gens ont beaucoup plus peur. Les mesures sont salutaires, mais ce que je souhaiterais que le gouvernement fasse, c'est de vite commencer une campagne de sensibilisation. Parce que le week-end dernier, pas plus tard, je suis rendu dans une localité à l'intérieur où les gens continuent de consommer et la viande d'agouti par exemple, des rats et tout cela, et dans les maquis, dans les bars foufou, tout cela quoi. Et donc je souhaiterais que tout serait mieux que le gouvernement envisage une vaste campagne de sensibilisation. Au-delà, les mesures préventives prises par le gouvernement sont à saluer. À cela s'ajoutent les campagnes de sensibilisation et d'information qui impliquent aujourd'hui les leaders religieux. La priorité aux actions préventives à travers l'information et la sensibilisation permanente reste la seule arme contre cette épidémie. Au Libéria, justement, victime déjà de cas déclarés, la peur panique est réelle et crée d'ailleurs des tensions autour des centres de soins jugés lents à intervenir. Le cas, vous allez le voir ici dans la rue de Monrovia. Regardez. Dans ce quartier de Monrovia, une équipe spécialisée est en train de récupérer une dépouille abandonnée dans la rue. On ne sait pas si la victime était atteinte ou non par Ebola, mais les habitants dénoncent la lenteur des autorités. J'ai téléphoné aux autorités et on m'a fait des promesses. Mais jusqu'à maintenant, pendant 2 jours, le corps est resté au coin de la rue. Et personne n'a répondu à notre demande d'enlèvement. C'est n'importe quoi. À Monrovia, qui compte plus d'1 million d'habitants, c'est une course contre la montre pour tenter d'enrayer la progression du virus Ebola. Ce centre de santé vient d'être construit en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Dernière désinfection, dernier préparatif avant l'arrivée des premiers patients. Il y a une 50aine de places. Ce nouveau bâtiment sera vite plein, car chaque jour dans cette ville, 30 nouveaux cas sont découverts. L'aide internationale est nécessaire pour faire face à l'augmentation du nombre de patients. Ce centre devait ouvrir aujourd'hui. Espérons qu'il ne connaîtra pas le même sort que celui du quartier de West Point. Dimanche, il a été pillé par des hommes armés. Une vingtaine de malades d'Ebola se sont enfuis et sont toujours recherchés. En plus bref, de violents combats à Tripoli sont toujours signalés. Des milices armées s'affrontent à l'arme lourde depuis samedi. Les affrontements se déroulent notamment dans la zone de l'aéroport et autour des quartiers riverains. Ce lundi, de fortes explosions se sont produites dans le quartier est de la capitale libyenne. Reprise du procès Karim Wade ce lundi à Dakar. La Cour de répression pour l'enrichissement illicite déclare compétente pour juger le fils de l'ancien président sénégalais. La juridiction tranche ainsi la question de sa compétence soulevée par la défense qui soutenait que Karim Wade, en tant qu'ancien ministre, devait être jugé par la Haute Cour de justice. À l'étranger, toujours ce braquage spectaculaire à Paris. Des hommes lourdement armés ont attaqué le convoi d'un prince saoudien. L'opération a duré quelques secondes. Il était minutieusement préparé. 250 000 € ont été dérobés. Regardez. Voilà ce qu'il reste de la voiture du convoi saoudien. Une carcasse en feu, abandonnée à 40 km de Paris. Elle a été filmée la nuit dernière. L'épilogue d'un guet-apens spectaculaire qui s'est joué en seulement quelques secondes hier soir dans la capitale. Il est un peu plus de 21 heures. Un convoi de 11 voitures quitte l'hôtel Georges V situé à côté des Champs-Élysées.
À bord de l'un des véhicules, un prince saoudien. Son convoi doit rejoindre l'aéroport du Bourget au nord de Paris, mais à mi-chemin, il est stoppé net porte de la Chapelle, juste avant l'autoroute. 2 voitures de grosses cylindrées bloquent le premier véhicule loué par l'entourage du prince. Entre 5 et 8 hommes en descendent, ils sont cagoulés, armés et braquent la délégation saoudienne. Butin, 250 000 € en liquide et des documents privés. Une attaque éclair. C'est un guet-apens d'un commando organisé qui a fait preuve de sang-froid, aucun coup de feu, un commando informé, bien informé sur l'heure de passage des véhicules. C'est pas tous les jours qu'un convoi d'ambassade se fait attaquer. On peut se poser la question d'ailleurs, à savoir si c'est pour l'argent ou pour les documents officiels. L'ambassade d'Arabie Saoudite assure ce soir qu'il ne s'agit pas de documents sensibles, mais elle ne souhaite pas révéler l'identité du prince victime de cette attaque. 2 véhicules, celui-ci appartenant au convoi, l'autre au braqueur, ont été retrouvés carbonisés en Seine-et-Marne. Les voleurs pensent ainsi avoir effacé toute trace de leur attaque. Retour au Togo et dans le reste de l'actualité, cet appui des gestionnaires des aires protégées et sites touristiques aux efforts du gouvernement, il vient de se constituer un réseau pour mieux offrir, pour mieux définir les actions en faveur de l'environnement. Augustin Kofi, Firmé Adjinari. Les aires protégées sont souvent confrontées à des menaces liées surtout à la mauvaise gestion des espaces, à la déforestation, à la pollution ainsi que l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Face à cette situation, le Togo s'est engagé depuis quelques décennies à réhabiliter les aires protégées. Pour accompagner cette initiative, les acteurs en charge de la question environnementale multiplient des actions pour la préservation et la bonne gestion des aires protégées et sites touristiques du Togo. Ceci grâce à la mise en place d'un réseau de gestionnaires des aires protégées et sites touristiques du Togo, en abrégé RGAPST. Ce que le réseau des gestionnaires des aires protégées et sites touristiques du Togo recherche aujourd'hui, c'est de renforcer la cohésion sociale afin de permettre la synergie des actions. Parce que la gestion participative, c'est à la fois la réflexion et l'action. Donc les gestionnaires doivent intégrer dans leur métier de conservation une bonne connaissance d'application des concepts émergents adaptés surtout au contexte de l'air. Le réseau offrira un espace d'échange et de concertation afin de construire un meilleur patrimoine touristique togolais, ce qui va donc attirer des touristes nationaux et étrangers. C'est pour nous très important de valoriser le patrimoine togolais comme nous l'avons fait depuis ces 24 dernières années, et la création d'un réseau des gestionnaires des aires protégées et des sites culturels du Togo est une chance pour le Togo et pour l'Afrique tout entière. Le réseau des grands sites de France soutient la création du réseau des gestionnaires d'aires protégées et de sites touristiques du Togo, parce que nous sommes convaincus que la question de la gestion et de la gestion durable, selon les valeurs du développement durable des espaces protégés, est fondamentale pour assurer leur protection à long terme. La restauration et la sécurisation de l'environnement vont permettre la mise en valeur de la biodiversité au profit de la population. Nous l'annoncions également en titre, le renouveau charismatique au Togo à 40 ans. Les préparatifs pour le jubilé d'Émeraude ont commencé, lancés hier à Lomé par Monseigneur Denis Amouzou Djakpa. C'est devant toutes les délégations venues des villes du Togo. Charlotte Moussimi. Cette messe d'action de grâce donne le ton aux activités du Congrès national du renouveau charismatique catholique du Togo. Après 40 ans de vie, de louanges, de prières, d'accompagnement spirituel au sein de leurs diocèses respectifs, il s'avère indispensable pour ces membres du renouveau charismatique catholique de faire une pause devant les conduire à une relecture de leur parcours. Ceci pour corriger les éventuelles erreurs, repartir sur de nouvelles bases et ressortir le bien fondé de ce groupe dans la vie d'un chrétien catholique. Le renouveau charismatique, c'est le souffle de l'esprit, c'est le courant, c'est un courant de grâce que le Seigneur a envoyé dans son Église pour nous réveiller, pour que nous prenions conscience des grâces que nous avons reçues dans notre baptême et que nous avons laissé dormir. Nous, le feu
de l'esprit qui animait les apôtres et qui les poussait à évangéliser, qui les poussait à annoncer la parole et qui accomplissait des signes à travers eux. C'est le même esprit que nous avons reçu, c'est le même feu. Alors pourquoi nous n'allons pas faire comme eux? L'évangile choisi pour nourrir le peuple chrétien est extrait de Saint Matthieu. Il retrace la foi d'une Cananéenne qui n'a jamais désespéré jusqu'à obtenir la guérison pour sa fille. Monseigneur Denis, dans son homélie, les a donc invités à persévérer dans la foi et à cultiver les fruits de l'Esprit Saint. La persévérance de cette femme cananéenne. Ta foi est grande. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas une foi statique, une foi qui reste toujours à la même place. Ta foi a grandi, ta foi a persévéré, ta foi a tenu bon et ferme. Alors qu'elle porte des fruits, tu as remporté la victoire. Je te dis, si tu crois, que si tu espères, et tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Par leur vie de témoignage, d'intersection, de combat permanent avec les forces du mal, ce groupe aide certaines âmes fragiles à obtenir des grâces divines. L'hymne composé pour la circonstance convie les membres à sortir de leur tombeau, à se revêtir de l'homme nouveau, car voici venu le jour où le Seigneur Dieu fait dans leur vie toutes choses nouvelles. Avec la bénédiction finale, ils iront dans la paix du Christ, entamer, poursuivre et clôturer les travaux du congrès qui va durer 6 jours. Un mot de sport, football, premier sifflet hier à Thiéviers au stade Dr Carlo pour la première édition de la coupe du même nom, Dr Carlo donc, 42 ans après la disparition de ce phénomène du ballon rond, et bien la jeune génération continue de rendre hommage au talent de Edmond Appétit. Claude Ama. Membre du gouvernement, député à l'Assemblée nationale, passionné du ballon rond, lui n'a voulu se faire compter le lancement de la première édition du tournoi Dr Carlo. Pour ce faire, ils ont pris d'assaut le stade de Thiéviers qui porte justement le nom de cet emblématique joueur togolais. Après 1 minute de silence observé en sa mémoire, le public a assisté au match d'ouverture entre deux équipes de Thiéviers, Aigle Vert en maillot bleu et Renaissance en violet. La première mi-temps a été stérile en but malgré les multiples occasions enregistrées surtout de la part des joueurs de Renaissance. Le déclic est finalement arrivé au cours de la seconde période de jeu avec l'unique but inscrit par Atitaou commis de Renaissance à la 61e minute. Il s'agit pour les organisateurs de se souvenir du Dr Carlo et de prôner la cohésion au sein de la jeunesse des 18 cantons de Thiéviers. Le tournoi Dr Carlo est organisé par l'Alliance des jeunes pour le développement du Togo, AJD Togo, sous l'impulsion de son président national, l'honorable Franck Echesego, dans le souci de consolider le lien de solidarité et de fraternité entre les filles et les fils de la préfecture de Zion. Et puis ensuite, toujours dans le sens de la politique de développement et de réconciliation prônée par le président de la République, son Excellence Fort et Swazim Nanya Simbe, AJD Togo entend, à travers ce tournoi, réunir tous les natifs de la préfecture de Zion. Avant le match d'ouverture, il y avait eu le défilé des 18 équipes participantes, la distribution des jeux de maillots et des ballons. Occasion pour la ministre des Sports, Amouzou Diaké, l'honorable député Franck Sego et le préfet de Zio, Adossi Sénat, de rendre hommage au docteur Carlo, tout en prônant le fair play lors des différentes rencontres. Alors ainsi prend fin cette édition. On se quitte sur les images du matériel agricole remis aux producteurs de riz et de Péchina, près de Sotoubois, du matériel que devrait aider donc à booster la production locale. Nos programmes ce soir, la météo juste après ce journal Cléo Sabine Pokou, chez vous dans un instant, 21h, le magazine sport, toute l'info sport d'ici et d'ailleurs, Solange Fiati, 22h30, en dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir.
Poitiers dans le Zurich et à Bruxelles sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.